Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes très heureux d'être ici au Centre dramatique Normandie-Rouen et de vous accueillir, même si vous êtes chez vous, de vous accueillir quand même pour ce nouveau rendez-vous du sommet de septembre et de la saison Africa 2020. Une saison pensée, imaginée, orchestrée par sa commissaire Ngonefal et par l'Institut français que nous remercions. Alors non, vous ne rêvez pas tout à fait, nous ne sommes pas en septembre, nous ne sommes pas non plus en 2020, mais voilà, un virus s'est passé par là, et justement, le temps, l'espace, notre rapport au monde. Aujourd'hui, nous allons voyager. Avec nous donc deux explorateurs prêts à nous embarquer, même trois tout à coup. Alors, de la vallée Bidiefono, bonjour, vous êtes chorégraphe, vous êtes entre la France et le Congo-Brazzaville. En ce moment, vous êtes donc ici, à Rouen, enfin du moins tout près de Rouen. Et votre dernière création, qui est en train d'être montée, c'est Utopia les sauvages. Si tout va bien, on pourra la voir, tout le monde pourra la voir au printemps, à l'été, c'est ça? Ouais, j'espère. En tout cas, nous, là, d'accoucher le bébé, comme on peut dire. On était en Quelques rési- privilégiés ont eu le droit. Oui, voilà, on a beaucoup de chance. En tout cas, ça, euh, ouais, c'est parce que tout est un peu fermé, on le sait, quoi, tous en ce moment. Donc, c'est compliqué. Mais nous, on a eu beaucoup de chance, en tout cas, d'être accueillis ici dans ce beau lieu qui est le CD1 de Rouen pendant un mois. Et donc là, on vient de finir le spectacle j'aurais voulu en tout cas que la machine démarre tout de suite. Et sauf qu'avec la Covid, c'est compliqué. Donc, les spectateurs qui aiment le travail de la vallée, ben, qu'ils attendent un peu. Encore. Voilà, et à vos côtés, une de vos danseuses qui était sur scène il y a encore quelques instants. Oui, c'est ça. Exactement. Bonjour et bienvenue, Bonjour. bienvenue parmi nous. Peut-être que je vous laisse vous présenter. Oui, alors moi je m'appelle Clémence Rionda. Voilà, donc c'est ma première expérience dans cette compagnie aux côtés de la Vallée et c'était vraiment un plaisir de pouvoir, du coup en ces temps un peu spéciaux, de pouvoir être sur scène, d'avoir un plateau pour nous et pouvoir s'exprimer et danser et créer ensemble, quoi. Voilà. Pour cette conversation également, la philosophe Séverine Kodjo-Granvaux, vous venez de sortir aux éditions Philippe Ray Devenir vivant. C'est votre dernier livre où il est question aussi du monde, du voyage, puisque c'est bien finalement le titre de notre conversation aujourd'hui. On l'a intitulé Le voyage défie le voyageur, et en fait c'est une phrase qu'on vous a volée de la vallée. Ah ouais? Et oui, vous Je le l'ai dit saviez ça? même pas vous-même, mais oui, c'est une phrase qu'on vous a volée. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour vous finalement, le voyage en ces temps où nous sommes plus que jamais peut-être enfermés, empêchés de voyager, même parfois empêchés de sortir de chez nous? Euh, ouais, je pense que euh, Il sort tout juste de scène. Alors évidemment, ouais, on le ouais, cueille, ouais. on le J'étais cueille. en train de réfléchir en fait parce que je pense que je l'ai dit quelque part. J'étais en train de voir est-ce que c'est à Avignon que je l'ai dit cette phrase parce que je voyage beaucoup. Chez moi, on m'appelle le fou qui voyage au Congo depuis des années. Je suis un fou parce que j'ai fait de la danse contemporaine, mais ils ne comprennent pas pourquoi un fou peut prendre Air France pour aller de l'autre côté ou aller vers une destination, voilà, une autre destination, quoi. Et je pense que c'est à cet endroit-là où je pense que je défie, en fait, c'est une sorte de lutte déjà voyager. C'est une sorte de, quand tu voyages, c'est comme si comme disait mon père, un enfant qui voyage devient plus intelligent que son père, mais pas plus sage que son père. Et donc, c'est en tout cas, à cet endroit, comment le voyage peut défier le voyageur. Ça veut dire que tu décides de dire, je veux aller de l'autre côté. Tu fais déjà une lutte du voyage même, donc du mot même voyage. Tu luttes en fait. Quand on voyage, on lutte. On va de l'autre côté, on va vers une différence, on va vers quelque chose, une destination qu'on ne connaît pas. Ça peut être une langue, on peut aussi voyager à l'intérieur de soi. Et là, je trouve ça vachement intéressant parce que moi, j'ai voyagé à travers des livres avant de prendre l'avion.
Donc je défie déjà le voyage à l'intérieur de moi. Quand je suis à Pointe-Noire dans mon bled, mon père il voulait pas qu'on sorte, il voulait pas qu'on voyage parce que c'était un tabou par rapport à lui. Et il nous disait, bon, comme si vous aimez voyager, vous écoutez des vinyles, vous écoutez de la musique et vous lisez des trucs, vous voyagez à travers ça. Et je trouve ça intéressant. Et c'est à cet endroit-là où je parlais plutôt de défier le voyageur, mais à l'intérieur de soi, en fait. Et pour vous, Séverine, le voyage, ça vous évoque quoi? Oui, je pense qu'il y a effectivement différents types de voyages. Le voyage qu'évoque à l'instant de la vallée, c'est aussi un voyage des imaginaires à travers les idées, les représentations, la littérature, les arts. Et moi, mon voyage, il est essentiellement à travers, je dirais, des univers de signification différents, c'est-à-dire des cultures et des réflexions, des idées qui à chaque fois partent d'un territoire bien précis et cherchent à penser, non pas uniquement le territoire, le lieu, mais cherchent à penser le monde. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de justement, à travers cette question-là, c'est une pratique de la traversée, c'est-à-dire vraiment de traverser les expériences, à la fois sa propre expérience, mais partir à la rencontre de l'expérience des autres et de s'enrichir justement dans cette manière qu'on a à la fois de se jeter dans le monde et de voir comment justement le monde en retour nous transforme et nous revient transformé. Et comment nous-mêmes finalement, nous qui voyageons, nous revenons transformés par notre voyage. Et puis ça, j'ai envie de dire, c'est la beauté du voyage. Mais il y a aussi d'autres voyages qui sont beaucoup plus difficiles et plus éprouvants. Il y a des voyages subis aussi. Et donc il y a vraiment une multiplicité de voyages et de déplacements qui peuvent se faire. Alors le voyage au sens propre, ou en tout cas tel qu'on l'entend aujourd'hui, il est quasiment impossible, ou en tout cas réservé à des motifs impérieux. Et vous débutez quasiment votre livre en parlant d'un essoufflement. Ça parlera sans doute aux danseurs, en rappelant cette phrase qui a fait le tour du monde de George Floyd, I can't breathe, je ne peux plus respirer. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est aujourd'hui privé de voyage dans un monde comme ça qui est en apnée d'une certaine façon? Oui, en fait j'ai été frappée de voir on a deux moments qui sont arrivés, deux événements presque concomitants d'ordre différent et qui pourtant disaient la même chose. C'est-à-dire qu'à la fin du premier confinement en France, où on a été enfermés dans nos intérieurs pour une maladie qui en fait s'attaque aux poumons et qui s'attaque à nos capacités respiratoires. Il y avait cet homme noir qui mourait sous le genou d'un policier et qui s'écriait I can't breathe, I can't breathe. Et en fait, la sortie pour moi, la sortie du confinement en France a été marquée par les manifestations aussi pour la mobilisation autour de la justice liée à l'affaire d'Adama Traoré, qui lui aussi est mort étouffé. Et, par un policier. Et je me disais, mais on a là deux maladies, une maladie liée à une pandémie, à une crise sanitaire, et une maladie sociale qui, toutes les deux, nous empêchent de respirer. Et je trouve que c'est assez symptomatique de l'époque dans laquelle on vit, où effectivement, comment dire, c'est comme si on était coincé en fait dans un monde qui peine à évoluer, ou en tout cas qui peine à nous permettre de développer toutes nos potentialités heureuses, j'ai envie de dire. Et c'est aussi la cadence toujours un peu plus effrénée du monde du travail. C'est aussi le développement d'Internet où, certes, on peut être tous connectés les uns les autres, mais il y a aussi une accélération du temps avec Internet où on nous demande de répondre instantanément aux messages. Avant, on recevait les messages et puis on prenait le temps, on répondait quelques jours plus tard. Maintenant, tout est dans l'instantané, tout est dans l'urgence. Et je crois que, en fait, il est urgent de s'arrêter justement pour repenser le temps et pour en fait reprendre possession du temps si on veut respirer. L'essoufflement, l'apnée, c'est quelque chose qui parle à la danseuse, Clémence ? Oui, c'est sûr que la recherche du souffle dans cette création, elle est bien présente. Cette création, c'est donc Utopia, la dernière création de la vallée Bidéfono. Voilà, c'est ça.
Oui, et puis il y a d'ailleurs un tableau que nous, entre danseurs, qu'on appelle le souffle, parce que c'est vraiment, on entend une respiration derrière et c'est... Et nous, on se cale sur ce souffle et on danse avec ça, et c'est ce souffle-là qui nous donne l'énergie, en fait, pour danser et pour traverser ce tableau, quoi. Donc, ouais, on est vraiment dans quelque chose de... On va toujours chercher, on court beaucoup, il y a beaucoup de traversées. Encore une fois, c'est un voyage. Cette pièce, c'est vraiment un voyage. On traverse tout le temps, on traverse le plateau, on traverse des univers, on traverse une forêt. Il y a toujours des voyages, voilà, qui se succèdent au fur et à mesure. Et un voyage pour aller où, en l'occurrence? Parce que est-ce qu'on va forcément quelque part lorsqu'on voyage, lorsque le voyageur est défié? Ouais, le voyageur, il va vers lui-même, en fait. C'est la quête de... On peut croiser des gens, croiser des souffles, des respirations, des couleurs, mais au final, si tu fais le tour, tu vas au final dire, ben, en fait, il faut que je continue de faire un travail sur moi-même. Il y a toujours une sorte de boucle comme ça, du serpent qui se mord la queue. Moi, je trouve ça intéressant, tous ces rapports de souffle, parce que c'est le trajet qui est important. Comme je dis souvent aux danseurs, ne regardez pas le doigt quand on vous montre le doigt, mais regardez le chemin. Donc, quand on parle du chemin, on parle de la distance. Et donc, quand on parle de la distance, on parle du souffle, du battement de cœur, du temps qui est vachement important. Et le temps, c'est important pour un danseur. Le temps, pour moi, c'est un rapport avec la respiration. Et la respiration, c'est la base même de l'être vivant, de l'être humain. Si on nous coupe la respiration, on est mort. Et donc, pour moi, le voyage, c'est ça. C'est une façon de se dire, tant qu'on n'est pas encore debout et tant qu'on n'est pas encore par terre, on est vivant, on reste, on tient le coup. Donc on tombe, on se relève, on tombe, on court, tout ça. Donc voilà, et d'où ce spectacle Utopia les Sauvages qui parle, en tout cas, qui raconte ce chemin-là de la lutte, en tout cas, d'aller vers l'autre, vers la différence, et aussi, bien sûr, au final, ben, de se retrouver vers soi-même, quoi. Voilà. Vous parlez de lutte, moi j'allais vous dire, c'est le même genre de vocabulaire, la bataille, on a l'impression effectivement que c'est un peu la guerre, hein. Quand on vous regarde danser comme ça, il y a cette énergie folle, mais on a l'impression que voilà, pour rester en vie, il faut à minima cette énergie dingue que vous déployez. Je pense que les êtres humains, on est faits pour survivre, on est comme ça en fait, on est des êtres sociaux. On aime les gens, on est né pour se croiser, pour se parler, pour discuter, pour aller chasser. Ça fait partie de notre ADN, bien sûr. Donc à cet endroit-là, il y a beaucoup de lutte. Déjà, vous savez, je ne sais pas si vous voyez, pour parler une langue de l'autre, c'est difficile. C'est une lutte de parler une langue Moi, ce que je déplore, c'est des gens qui n'ont pas la capacité de vouloir parler ou bien de vouloir tout ça. Je trouve ça un peu dommage. Vous parlez énormément de langues, je crois. Moi, je parle 11 langues de mon pays. Après, bien sûr, je parle de langues, les langues étrangères. J'aime pas trop ce mot étrangère, mais ce qui m'intéresse, en tout cas, à cet endroit-là, c'est cette difficulté qu'il y a, en tout cas, d'aller vers l'autre. On voit aujourd'hui, on parlait du voyage, on voit aujourd'hui, moi, je quitte, par exemple, mon pays, je viens d'Afrique, donc je suis entre Brazzaville et Paris, et Pointe-Noire, qui est la capitale où je suis né. Mais quand tu arrives, par exemple, quand tu quittes Brazzaville pour aller à Pointe-Noire, à Brazzaville, c'est pas pareil. Les gens sont différents. Et l'accueil aussi est différent. Tu ne sais pas si tu vas être accueilli ou pas. C'est ça qui est bizarre, donc qui est vachement intéressant. Parce que du coup, tu luttes aussi pour ces trucs-là, pour arriver vers les gens, tu luttes. Comme je dis souvent aux gens, si tu arrives vers les gens ne veulent pas t'accueillir, c'est à toi de les accueillir, c'est à toi d'ouvrir tes bras, d'aller vers eux. Et je trouve ça vachement intéressant. C'est même ça, même le sens même du voyageur. C'est s'ouvrir pour que les autres s'ouvrent en toi. Oui, vous pensez vous aussi, Séverine, que le voyage, aller vers l'autre, voilà, que ce soit loin ou pas, c'est une lutte, effectivement? Je sais pas, je dirais peut-être pas lutte. En tout cas, c'est sûr que ça demande un effort. Que l'entre-soi est toujours ce qui est le plus facile et le plus aisé. Mais aller vers l'autre, ça demande une capacité, en tout cas de travailler sa capacité à s'ouvrir. Et ça demande aussi quelque part des fois c'est-à-dire que aller vers l'autre nous permet à la fois de nous décentrer et de mieux aussi revenir à qui nous sommes et de mieux comprendre qui nous sommes par le détour de l'autre. Et en même temps, si on veut être en réelle capacité d'ouverture de l'autre, il faut aussi avoir réussi à travailler sur soi-même. Donc peut-être pas lutte, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, c'est sûr que ça demande un effort.
C'est aussi, je pense que quand je parle de lutte, je parle aussi d'où je viens. Et ça aussi, c'est un problème. Je pense que ça a un rapport avec l'histoire aussi. Nous, on vient des pays où il y a beaucoup de problèmes de guerre, problèmes politiques, c'est compliqué. Donc on lutte, même pour faire de l'art, tu luttes. Pour écrire un texte, il faut que tu luttes. Pour faire du théâtre, c'est toute une résistance en fait. Donc du coup, quand je pose mes créations, par exemple, quand je fais intervenir Clémence. Pour moi, Clémence, c'est juste une femme. Mais les gens peuvent voir Clémence, elle est différente. Il y a d'autres personnes qui voient Clémence, elle est différente. Comme moi, quand je monte sur le plateau, je suis un homme. Mais on va me dire, il y a d'autres qui posent plein de questions. Donc, c'est tout un effort, en fait. C'est tout un travail, en fait, de réflexion de comment je peux répondre à ces personnes-là qui voient que tu es différente. Donc, voilà, c'est à cet endroit-là où je pense que ouais, c'est quand même une lutte. Vous parliez, vous dites, mais de là où je viens, c'est différent, il y a beaucoup de guerres. J'ai cru lire que un de vos premiers voyages, c'était justement pour quitter Pointe-Noire, où vous avez grandi, pour aller à Brazza, et que c'était en temps de guerre. C'est ça. Vous pourriez nous c'est raconter? ça. Alors oui, bien sûr. En tout cas, alors ça, c'est une folle histoire. Moi, j'ai quitté Pointe-Noire parce que j'en avais un peu marre. Moi, je viens de la musique, donc j'ai fait de musique. J'avais un groupe de musique qui fonctionnait bien, je vais dire. Sauf qu'à Pointe-Noire, comme il y a tellement de sociétés pétrolières et tout ça, donc on jouait que dans des petits bars pour faire plaisir aux blancs. Et moi, ce que je voulais, c'est que mon art traverse les frontières, tout ça, toujours ce rapport de voyage que j'avais, parce que je suis né, comme je disais, mon père, il avait un bar, donc on écoutait toutes les musiques, les Rolling Stones, en fait, voilà, Bob Marley, on était dans cette ouverture déjà. Et donc, je décide de quitter Pointe-Noire pour aller à Brazza, parce que là-bas, il y a des ambassades, il y a tous ces trucs, donc voilà, j'avais déjà ce lien de voyage, d'ouverture, de porte. Il y avait le fleuve Congo, bien que Pointe-Noire aussi, quand même, c'est une porte vers le monde. Mais pour moi, c'était un peu fermé. Donc, j'avais besoin de quelque chose d'autre. Donc, je quitte Pointe-Noire pour aller à Brazza. Je n'avais pas de moyens. Hein. Je prends le train. Et c'était pendant la guerre. Donc, il y avait ce qu'on appelle des ninjas. C'est des rebelles à cette époque-là. En pleine guerre, ça tire, les obus tombent. Il pleuve des balles partout. Là, je rencontre une dame dans un train. Dans ce train-là, qui me pose la question. Elle me dit... messieurs, vous allez piller, parce qu'à l'époque, les hommes qui partaient à Brazzaville, soit pour piller, soit pour faire la guerre, soit pour... Et moi, j'ai dit non, je vais faire de l'art. Elle a hurlé. Pour elle, c'était pas possible, c'était inadmissible en fait même. Et donc, elle a appelé son mari, bon bref. Donc, je suis arrivé à Brazza. À l'époque, je me rappelle, j'avais des locks, et les locks, c'était les cheveux des rebelles. Donc, si tu avais des locks, on te tirait dessus. Combien de fois j'ai failli mourir? Vous en aviez conscience? Je pense que j'en avais conscience. C'était de la provocation de votre père? Non, je crois pas. Non, je pense que j'avais juste ce désir-là de résistance. Comme je parle de ça, je parle de résistance, moi, étant qu'artiste. Ce que je voulais faire, c'est faire mon art. Donc, je n'avais pas quelque chose d'autre autour de moi. Bien sûr, je faisais attention. Quand c'est histoire de couvre-feu, il faut respecter. Ce n'était pas ma ville à moi, donc je connaissais quasiment personne. Donc voilà, mais ce n'était pas une provocation à la politique ou bien, c'est pas quoi, non. Ce qui m'intéressait, moi, c'est ça. Je viens faire de la musique, de la danse, c'est ça. Et ça va aller, ça va marcher. Je vais rencontrer d'autres potes, on va créer des liens, on va créer des trucs. J'avais cet objectif-là. Et voilà. Et bien sûr, après, il y a eu plein de trucs. Je me suis fait couper les cheveux avec des pets macaques sur la tempe, comme ça, c'est compliqué. Bon, là, c'est une autre... Et donc, le premier voyage, pour vous, c'est celui au milieu des soldats, et c'est contre l'avis de votre père, si je comprends bien, pour lequel on ne voyageait pas. C'est ça. Ça veut dire que je défie mon père. Je défie même les trucs de mon père qui dit faut pas aller à cet endroit-là. Et moi, c'est... Et pourquoi on ne voyage pas, selon lui? Parce que je pense que traditionnellement parlant, il a été peut-être traumatisé parce que son père a fait un voyage, il n'est jamais revenu. Donc voilà, c'est pas pour attrister notre petite réunion là. Et donc du coup, lui, il a été traumatisé de ça. Pour lui, un enfant qui part revient jamais, comme a été le départ de son père. Donc il nous a jamais autorisé de sortir. Et c'est notre mère qui avait ce désir-là d'envoyer ses enfants apprendre ailleurs, rencontrer tout ça. Elle a toujours été ouverte, ma mère. Parce que le voyage, c'est une découverte, mais c'est aussi dangereux. Séverine, vous le rappelez dès le départ. C'est un des points de départ, finalement, de votre livre. Et il y a tous ces êtres humains qui sombrent en voyageant. On pense évidemment aux migrants méditerranéens, par exemple. Vous en parlez. Le voyage, c'est une découverte. C'est aussi une fuite, éventuellement? Pour moi, dans le voyage, il y a quand même quelque chose de l'ordre du désir, enfin du volontaire et du désir. C'est-à-dire qu'on
on part en voyage avec l'idée de revenir. Je ne suis pas sûre que les personnes qui aujourd'hui sont en déplacement, moi je ferais la différence entre voyager et être en déplacement, partent, d'abord elles n'ont pas toujours la possibilité de revenir. Il y en a beaucoup qui meurent en chemin. Vous faisiez référence aux migrations, oui. Pour moi, ce n'est pas un voyage, c'est quelque chose qui relève d'un autre ordre, parce que d'abord, beaucoup sont dans des situations d'exil, en fait, où la question du retour est beaucoup plus complexe. Les conditions ne sont pas les mêmes. Et là, il y a un déplacement qui est plus de l'ordre de la nécessité que de l'ordre du désir. En fait, une des questions, c'est pourquoi est-ce que l'on part ? On peut partir pour chercher une expérience, pour aller à la rencontre de quelqu'un. On peut aussi partir parce qu'on a envie de s'établir dans un lieu différent, parce qu'on a aussi cette envie de s'ancrer temporairement dans une culture différente, une ville différente, etc. Et puis, quelquefois, on part aussi parce qu'on n'a pas le choix. Donc là, je ne mettrais pas ça... Enfin, pour moi, ce n'est pas un voyage. Clémence, vous répondriez comment à cette question ? Pourquoi est-ce que l'on part ? Pourquoi est-ce que vous, quand vous partez ? Alors effectivement, oui, je suis d'accord, il y a plusieurs façons de voir les choses. Par exemple, si moi je prends mon exemple personnel, si je décide de partir en voyage, il peut y avoir toujours une idée, comme vous dites, de vacances, d'expérience en partant. Après, moi j'ai été adoptée quand j'étais toute petite, j'étais bébé, et ça a été mon premier voyage au final. Et effectivement, c'était pas forcément un choix, parce que j'étais dans un orphelinat et j'ai eu la chance d'avoir une famille française qui est venue me chercher pour me ramener en France. Et donc j'ai pas eu le choix de ce voyage, mais au final c'est comme ça que je me suis construite, et c'est grâce à ça que je suis aujourd'hui la personne que je suis. Et heureusement que j'ai pu faire ce voyage et que j'ai eu l'opportunité de le faire, quoi. Voilà. Alors, sans évidemment de comparaison avec votre histoire, mais l'histoire de l'humanité est faite de nombreux voyages, même si vous n'utiliseriez pas exactement ce terme, mais vous allez voir où je veux en venir. Vous racontez, Séverine, beaucoup la question de la domination de l'homme européen, de l'homme occidental sur d'autres populations, notamment les populations africaines, et on pense aux voyages que font les esclaves de l'Afrique au continent américain, par exemple. C'est aussi une sorte de voyage, un drôle de voyage peut-être, mais une sorte de voyage. Le voyage, c'est parfois sous la contrainte, effectivement. Là, ce que vous évoquez, c'est le cas d'un déplacement forcé. Donc, effectivement, la modernité a accéléré les déplacements et a permis, en tout cas, c'est une ère de la période de l'histoire où on va de plus en plus loin. Effectivement, la question de la découverte, effectivement, là, on est de l'ordre du voyage, c'est-à-dire que à partir du fin 15e, début 16e siècle, on part, en tout cas l'Europe de l'Ouest part dans les grands voyages de découverte qui très vite sont des voyages de conquête, parce qu'il est question certes de partir à la découverte du monde, mais aussi il est question de trouver des nouvelles terres pour avoir de nouveaux marchés et pour une économie en expansion. Et ça se fait dans des rapports de domination absolue, puisque ça commence par des massacres et des génocides de populations amérindiennes ou caraïbes. Et ça va se poursuivre par ce déplacement forcé, qui est cette déportation d'hommes, de femmes et d'enfants du continent africain sur les terres des Amériques. Vous, ce mouvement-là, vous le situez au moment de la découverte de l'héliocentrisme, c'est-à-dire tout à coup l'homme découvre que la Terre tourne autour du Soleil, et vous dites, voilà, c'est la première blessure narcissique. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Freud, en fait, qui dit que effectivement la découverte de l'héliocentrisme, c'est la première grande blessure narcissique.
pour l'homme. Alors quand il parle de l'homme, évidemment, il parle de l'homme européen qui jusqu'à présent pensait dans les cosmologies européennes, les croyances que l'homme était au centre du cosmos, la Terre était au centre du cosmos et que donc l'homme était le centre du cosmos. Là, il découvre que c'est pas la planète Terre est vraiment périphérique au Soleil et qu'elle tourne autour du Soleil et que en fait le centre c'est le Soleil. En fait, j'ai parlé de ça parce que je me posais la question. Il y a toujours eu dans l'histoire des conquêtes, des invasions. On va toujours vouloir dominer son voisin, mais ça s'arrête dans le voisinage, j'ai envie de dire majoritairement, alors que là, avec la conquête et la première colonisation moderne, on est vraiment dans une volonté de domination, de conquérir tout le monde. C'est-à-dire qu'on va partir en Amérique, on va partir en Asie, on part en Afrique, on va aller jusqu'en Océanie. Donc il y a vraiment une domination, une volonté de domination totale de la planète. Et je me suis poser la question de quel est le ressort psychologique qui fait qu'à un moment donné, on ne va pas juste faire la guerre à son voisin, mais on va vouloir dominer toute la Terre. Et ce que je découvre, c'est qu'à la même époque où on part en fait, pour pouvoir faire ces conquêtes, ces découvertes, il y a un progrès des sciences qui permet justement de voyager de plus en plus loin. Et en fait, il y a une révolution des idées qui opère à ce moment-là. C'est qu'effectivement, on découvre l'héliocentrisme, c'est contemporain des grandes découvertes. Et je me dis, en fait, tout se passe finalement comme si, ne pouvant plus être le centre du cosmos, l'homme européen va vouloir devenir le centre du monde. Et il y a un repli sur la Terre qui se fait, et on voit que du point de vue des idées, les philosophes ne vont plus du tout penser la place de l'homme dans le cosmos. On abandonne le cosmos, l'univers aux physiciens, mathématiciens, et les philosophes, en fait, se replient sur la Terre. Et l'occidental va, comme vous le dites, conquérir le monde, dominer la nature et dominer les autres hommes et femmes. Et il va utiliser, par exemple, un vocabulaire qui m'intéresse en l'occurrence, parce qu'on va appeler d'autres peuples les sauvages. Et ça, je vous en prie. Et c'est un vocabulaire que vous réutilisez aujourd'hui, vous, de la vallée. Oui, je pense que mais c'était un mot, en fait... Moi, je pense que, comment je peux dire, à l'époque, je ne sais pas comment ils étaient, ces gens de l'époque. Je pense qu'ils ont fait allusion avec la liberté. Je pense, pour moi, sauvage, ça résonne, comme si c'était un mot libre. Parce qu'un enfant, il est sauvage. Un enfant, il naît, il saute partout, et je pense que quand on prend des indigènes pour des sauvages, c'est aussi leur dire, ils ont peut-être des choses que nous, on n'a pas. Je ne sais pas, je crois, hein. Et je vois que ce peuple-là avait une force, en même temps une liberté, et d'être dans un environnement, même si c'était voilà, après on est quand même dans une autre époque. Et je trouve ça intéressant aujourd'hui de faire sortir, qu'on appelle ça, de réutiliser ces mots, comme si en corrigeant ces mots, en leur disant à ces colons-là de l'époque que, ben, en fait, peut-être qu'il fallait dire les libres, peut-être dire les gens libres, peut-être. C'est en fait, pour moi, c'est une réponse. Un spectacle comme ça, c'est une réponse aussi à ces colons-là. Quand je dis les Utopias des sauvages, c'est aussi une façon de leur dire à eux que, ouais, en fait, c'était pas péjoratif, en tout cas, comme on peut l'accepter, ce nom-là. Moi, je pourrais. Pour vous, ça ne l'est pas aujourd'hui, en tout cas. Ça ne l'est pas. Une de vos précédentes créations, vous l'aviez intitulée Les Monstres. Ouais. C'était aussi une façon de se réapproprier des vocabulaires qui sont a priori péjoratifs. Ouais, je pense que là, c'était plutôt pour des dictateurs. Hein, donc, je travaille beaucoup. Souvent, je pique un peu dans mes spectacles. Voilà, comme je viens d'un pays où je viens de dire, il y a beaucoup de problèmes. Voilà, et le continent, c'est compliqué. Il y a tellement de dictateurs partout. Tout le monde veut rester au pouvoir. Donc voilà, pour moi, c'est un peu tous ces monstres-là qui veulent jeter des pots de banane parce que leur population est en train de galérer jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de trucs, c'est tout le temps compliqué. Et pour moi, c'est vraiment voilà, je leur donne ce nom-là, quoi, parce que pour arriver à faire ça, il faut être un monstre. Voilà. Séverine Codjo-Granvaux, vous vouliez réagir? Oui, je trouve que je voulais revenir sur la question du sauvage. Je trouve que en fait, c'est très juste. Ce qui est intéressant de voir, c'est que
Effectivement, quand on part pour conquérir le monde, c'est aussi une conquête. Elle est d'abord territoriale, c'est s'approprier la terre de l'autre. Et en l'occurrence, là, il s'agissait de s'approprier la terre pour l'exploiter, la cultiver, la mettre en valeur. Et effectivement, c'est la période aussi où l'Occident sépare nature et culture. Tout ce qui va être identifié à la nature va devoir être dominé. Et donc, c'est ce qui va permettre au XIXe siècle de faire une ligne de progrès entre l'état de nature et la culture, et donc à justifier la mission civilisatrice de la colonisation pour faire passer des populations de l'état de nature à la civilisation. Et justement, ces populations sont désignées soit comme des sauvages, et effectivement aussi parce qu'elles sont en pleine possession de la liberté. Et le XVIIe siècle, c'est quand même le siècle où on veut mettre de l'ordre, on veut ordonner la nature, on veut en avoir une lecture mathématique, on veut mettre de l'ordre aussi dans les sociétés. Et la domination de la nature au sein des sociétés européennes, ça passe aussi par la domination des femmes, notamment des femmes qui ont gardé un lien extrêmement libre à la terre et un lien organique à la terre et au cosmos, qui sont les sorcières. Et donc, à chaque fois, il y a cette peur de la liberté et cette volonté de contrôler, de dominer la liberté de l'autre. Les sauvages, les sorcières, c'est des choses... Oui, voilà, moi, c'est des thématiques qui m'intéressent à fond. Non, mais je suis complètement d'accord avec ce qu'est en train de dire Séverine. Moi, ce qui m'intéresse... Par exemple, sur l'histoire des préjugés, quand on voit un Africain qui chante, ah, vous voyez, l'Afrique, il y a un rapport, en tout cas, avec la colonisation. Un Africain qui chante dans son chaud de coton, ah, c'est des très bons chanteurs. Un Africain qui danse, il a un bassin. On est vraiment dans des préjugés qui continuent jusqu'aujourd'hui, mais qui viennent de la colonisation. Nos enfants et tout ça sont encore aussi dans ce truc-là. Si on ne fait pas attention, ça peut persister. C'est pour ça que moi, je gueule ou j'écris quand je suis sur le plateau pour leur dire, les gars, à un moment donné, il faut arrêter ce genre de choses, quoi. Parce qu'il y a des Africains qui ne savent pas danser. Où il y a des Noirs qui ne savent pas. Et vous racontiez, enfin vous me corrigez si je me trompe, mais que vous, au Congo-Brazza, on disait que la danse, en tout cas celle que vous pratiquez vous, là, en tant que professionnel, c'était une danse de blanc. Oui, voilà, on appelait ça la Chacun nouvelle se colonisation. regarde en chien de faïence, finalement. Voilà. Et c'est chaud, en fait, de savoir que non, est-ce que tu es dans quel endroit, en fait. Tu fais un choix de quelque chose qui t'habite, que tu aimes, mais on te dit c'est pas fait pour toi. En fait, il y a quelqu'un qui te dit que c'est pas fait pour toi. Ah ouais, ce que tu fais, c'est pour les blancs. Ah ouais, ok. Ben, tu sais, tu t'appelles de la Vallée, c'est un nom de blanc. Ah merde, ok, merde, mais j'ai pas choisi de m'appeler. Vous voyez, donc il y a tout le temps des choses. Vous appelez de la Vallée en référence, enfin, vous avez été nommé comme ça en référence à un collègue de votre père qui était blanc. Non, mais pour les gens qui suivent et qui ne sont pas tous au courant de votre histoire. Voilà, donc non, mais tout ça en fait, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie aussi, peut-être pas d'un fardeau, mais c'est quelque chose qui m'habite parce que j'ai grandi avec ça, avec le nom de la Vallée à l'école, la colline, tu vois quoi, il y avait toutes les histoires et je vais revenir à tous ces voilà, et tous ces rapports des préjugés. Je pense que c'est là où c'est vachement important. Où on sait qu'on te donne un truc qui n'est pas toi. Moi, je suis congolais, né au Congo, j'ai fait de la danse contemporaine parce que j'ai envie de m'exprimer sur un truc. On me dit que c'est pas la danse congolaise, tu veux faire de la danse traditionnelle. Parce que pour nous, les danseurs traditionnels, quand je parle de nous, je parle des dirigeants de nos pays. Hein. Pour nous, les danseurs qui font de la danse, c'est eux qui vont accueillir le président quand il arrive à l'aéroport avec Valéry Giscard d'Estaing. Quand tu l'accueilles, Valéry Giscard d'Estaing, tous les danseurs qui dansent en raffia, c'est eux les danseurs. Vous qui dansez dans les plateaux, qui racontez des conneries, vous ne faites pas de la danse. Ce que vous faites, c'est la danse des Blancs. Et du coup, cette chose-là, il y a même des danseurs aujourd'hui qui ont abandonné ils ont arrêté de faire de la danse parce que dans leur tête, psychologiquement parlant, ils se sont dit, c'est pas fait pour nous, c'est pas à nous cette danse. Et donc, ces préjugés-là, pour moi, je pense, pour revenir à ce qu'on disait, ça vient des années. Il y a même des Noirs aujourd'hui qui ont honte d'être Noirs. Il y a même des Noirs qui ont honte de... Vous savez, nous, à l'époque, quand j'étais à l'école, si tu parles pas français, on t'accroche un seau de caca dans les sonnets de la Bouton s'ils l'ont vécu. Et on appelait ça patois. Tu parles en langue. Par exemple, moi, je parle en Moulkoutuba dans la salle de classe. Je serai, comment on appelle ça, il y a un de mes collègues qui va dire au professeur, monsieur ou madame, monsieur de la Vallée est en train de parler en patois. Donc, ils vont me chercher ce gros caca là, le gros seau là. Il me met autour du cou, devant le tableau. Je vais respirer le caca de quelqu'un. Je ne sais pas c'était qui. Et tous, on a vécu ça. Et ça vient de la colonisation, ce genre de choses. Et ça, je pense que c'est inadmissible à un moment donné. Et ça continue encore. Il y a d'autres endroits du monde où les gens utilisent ce genre de pratiques. Et ce n'est pas possible.
Voilà, c'est pas possible. Voilà, donc ça, tous ces préjugés de je parle pas ma langue, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci. C'est pour ça que je pense qu'il faut donner la possibilité aux gens de voyager, pour revenir au voyage, hein, même si on est quoi. Il faut donner la possibilité aux gens de voyager, pas d'aller les chercher dans leur pays ou dans leur village. Ils vous ont pas demandé de venir. Vous venez, c'est pas toi, hein? Pardon. Ils vous ont pas dit venez nous chercher et vous venez là avec vos chicottes, avec vos machettes, vous les mettez dans un bateau, vous les emmenez tout ça. C'est pas un voyage ça. Je ne crois pas que ça soit un voyage. Même les gens qui partent parce qu'il y a des guerres dans leur pays, qui viennent parce que tout ce qu'ils veulent c'est juste être dans un endroit, dans un autre qu'on n'a pas, je parle d'ailleurs, un autre espace, créer un autre espace, quitter de A pour aller à B parce que tu penses que à B je serai bien. Je vais nourrir mes enfants, je vais vivre, je vais être heureux, je vais apprendre la langue de l'autre, je vais lire tel livre de Séverine, je vais tout ça, et je vais aller au cinéma. Ces genres de situations, il y a plein de gens dans le monde entier, je ne culpabilise pas le monde, mais je pense que je n'appellerai pas ça un voyage si on vient me chercher, ou je ne sais pas, ma mère est partie, ma soeur a couru dans la forêt, après on m'emmène, tout ça, ce n'est pas un voyage. Pour vous, le voyage, c'est le voyage, comme on le dit, celui d'Ulysse, quoi. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un grand voyage, forcément, même si après, il y a quelques péripéties dans l'histoire. Le voyage, c'est un choix. Le voyage, c'est un choix. C'est un choix, c'est une décision que tu fais. Après, ce qui va arriver, comme elle parlait des vacances. Vous savez, il y a des gens qui sont partis en vacances et ils ont espéré passer un bon moment en vacances et ça ne s'est pas bien passé. Mais on a beaucoup, hein, on en voit. Il peut arriver un truc. Il y en a aussi des gens qui se sont dit, je vais au Cameroun, peut-être ça va être compliqué. Mais il arrive au Cameroun, il est super bien accueilli, il y a des fêtes, il y a des bars, il est content. Voilà. Et donc, pour moi, c'est juste une décision. C'est un choix où tu dis, je décide d'aller quelque part où je sais que ça va bien se passer. Et c'est un lien, en fait. C'est une sorte de courage aussi, en même temps. Mais ça reste joyeux, le voyage, pour moi. C'est une joie, c'est libre, c'est la liberté. Pour vous aussi, Séverine ? Oui, je crois que vraiment, il faut faire... en tout cas, moi, je fais la différence entre un voyage tel que le décrit de la vallée et une migration qui les conditions ne sont pas du tout pareilles. Je crois que dans la question du voyage, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est aussi... comment dire, le déplacement intérieur que l'on fait en même temps qu'il y a un déplacement physique. C'est-à-dire que c'est partir, mais c'est aussi quelque part peut-être la destination, en fin de compte, elle importe peu, je crois, dans le voyage, parce que ce qui importe, c'est le cheminement que l'on fait. Et justement, je vais revenir sur ce que De la Vallée a dit juste avant. Ce qui est intéressant, c'est aussi comment est-ce que, parce qu'on décide de prendre le chemin et d'habiter le chemin dans le voyage, c'est qu'on va déjouer les assignations à être les assignations identitaires et que l'on va justement réussir à se construire parce que l'on va expérimenter, parce que l'on va traverser. Et puis, c'est aussi à travers le voyage que l'on se forme intérieurement. Et je crois que la vie, en tout cas être vivant, c'est aussi sans cesse se renouveler soi-même et se construire. Je crois qu'on est toujours, lorsqu'on vit réellement, qu'on vit pleinement, on se construit et on se renouvelle sans cesse. Or, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de populations qui pour moi, à la limite, ne sont presque pas vivantes, elles sont en survie. Elles sont, c'est pas quand on se bat pour une survie quotidienne, pour avoir de quoi manger, de quoi nourrir ses enfants, quand on se bat pour fuir la guerre, pour se maintenir en vie, on n'est pas dans des conditions matérielles qui nous permettent de nous épanouir, de réaliser toutes nos potentialités. Donc là, la question du voyage, elle suppose aussi déjà d'être pleinement en vie, d'être vivant. Et je pense que c'est aussi ça un des héritages que l'on a de l'histoire qui s'est construite sur ces 5 siècles de domination et d'édification de rapports inégalitaires, c'est qu'on a, en fait séparé quelque part l'humanité en deux, entre ceux qui peuvent voyager et ceux qui sont assignés à résidence. Ceux qui ont le bon passeport. Exactement. Alors, il y a cette question de ceux qui peuvent traverser les frontières librement. Et puis, on le voit, parce que ça continue même aujourd'hui, pour des motifs impérieux qui sont liés à vos situations familiales, mais aussi professionnelles. Vous pouvez vous déplacer, voyager. Et puis, il y a ceux qui, même en temps de pandémie, en fait, sont toujours confinés. Et donc là, la question du voyage se pose absolument pas du tout de la même manière.
Vous faites effectivement le distinguo entre deux voyages, entre guillemets, le libre et le contraint, même si le contraint, vous le nommeriez pas comme ça. Effectivement, on se demande si c'est pas une façon de distinguer deux mondes, les mêmes que ceux que vous décrivez depuis 5 siècles, c'est-à-dire un monde qui domine et qui peut globalement voyager librement, un petit monde qui domine et qui peut globalement voyager librement, et puis le reste qui fait ce qu'il peut, quoi. Oui, et puis ça pourrait s'aggraver si on développe cette idée du passeport vaccinal, par exemple. Parce que ne pourront se déplacer que ceux qui auront pu être vaccinés, en sachant que les vaccins ne sont pas disponibles dans tous les pays. Donc c'est aussi là une manière de rajouter une condition sanitaire au déplacement. J'ai le sentiment que le voyage pour vous, en tout cas pour vous trois, c'est a priori quelque chose de plutôt positif, heureux, libre. Je me demandais comme ça, mais c'est peut-être le contexte qui me pèse, mais je me disais finalement toute cette histoire de virus qui nous contraint à la sédentarité, est-ce que c'est pas une sorte de malédiction du voyage finalement? Si on voyageait pas, eh bien on n'aurait pas tous eu ce virus qui se trimballait au pas de nos portes. Débrouillez-vous, Séverine. Le virus voyage très bien. Non, effectivement. Non, mais quand je dis une malédiction, je pensais aussi à ce que vous racontez aussi sur la nature, sur l'exploitation de ce monde. Enfin, voilà, je développe un peu. Et on pourrait imaginer, oui, c'est ça, une sorte de vengeance, de malédiction. Voilà, tout à coup, à avoir le sentiment que tout est possible, et bah, paf, ça nous tombe dessus, quoi. Non, il est certain que la capacité que l'on a de pouvoir voyager aujourd'hui et la multiplication des développements a favorisé le voyage de ce virus et ce qui a permis de donner une dimension de pandémie mondiale très rapidement. En ça, oui, cette pandémie, elle est symptomatique de notre époque et de ces liens qui existent. Maintenant, les liens, ils sont là et c'est mise en relation de ces différentes parties de la planète existent. La question qui se pose, c'est pour les quelques rares lieux qui restent encore privilégiés et qui restent, je ne veux pas dire non connectés, mais qui restent en tout cas préservés. On sait aussi que si ce virus il est là, a priori, en tout cas certaines études scientifiques tendent à le dire, c'est parce qu'on va toujours plus loin aussi dans les forêts et que l'humain va dans des régions qui jusqu'à présent étaient préservées de sa présence et qui fait que ces maladies, si elles existaient, en tout cas, il est extrêmement difficile pour qu'elles soient transmises à l'homme. Donc la question, elle est là aussi. Elle est la question de la préservation de la nature et de nos forêts. Et aussi de jusqu'où on va. Exactement. Je pense que ça, c'est quand même un gros souci qu'on a, quoi. On est balèze, les humains, hein, on est balèze, quoi. La nature, elle est là, elle est faite, elle est là avant nous, quoi. Elle sait à quelle période elle se régénère, elle fait son cycle de vie, en fait. Les virus, on en a toujours vécu, on a toujours eu depuis la peste, même avant. Donc, on vit avec des virus. Au Congo, nous, on n'a le palu. C'est un virus. C'est comme la Covid ici. On vit avec ça. On sait ce qu'est. Et ce que je trouve bizarre, c'est qu'il est tranquille. Des fois, on va le chercher. C'est comme, on parlait tout à l'heure de voyage. Le virus, il voyage à travers nous. Si nous, on va dans un endroit, on lui dit « Ah, salut », on lui fait des bisous, on lui fait des câlins, il est tranquille. Mais si on va le chercher, on l'emmène ici, on le déplace. Regarde ce qui se passe par exemple avec Mars. Moi, je suis pour le développement et pour tout ça. Hein. La planète Mars est pour elle tranquille. Et là, on envoie un truc, un robot comme ça. Imaginez qui va aller remuer une souris là-bas ou c'est pas quoi. Ça va revenir encore sur Terre. Ils vont nous ramener des trucs. Du coup, les gens qui vont subir, c'est nous. Donc, il y a toutes ces choses-là. J'ai comme l'impression que l'humanité, nous les humains, en tout cas, on essaie tout le temps d'aller très loin. Je ne refuse pas, je suis pour que les choses évoluent, sur l'évolution, la mondialisation, tout ça. Mais des fois, on ne se pose pas. J'aimerais bien qu'on essaie de poser des vraies questions. À quel endroit jusqu'à quel endroit on peut aller, quoi. Voilà. Et c'est ça aussi, d'où le voyage. Bref. Je suis assez d'accord. Je crois qu'il y a aussi, en tout cas, ce que nous apprend la leçon, peut-être qu'on pourrait retenir de la crise écologique qu'on traverse et de la crise sanitaire, c'est aussi que, moi, il me semble qu'il y a des zones qu'on devrait considérer comme des zones inhabitables. La question, elle est à la fois comment habiter le monde et
où habiter ce monde et cette planète. Et la question de l'exploration spatiale, elle est intéressante parce que effectivement, on a envie d'en connaître toujours un peu plus sur les planètes, nos systèmes solaires, etc. Mais la question, c'est est-ce qu'on n'est pas justement en train de vouloir exporter l'Anthropocène et sur la Lune et sur Mars, etc., quand on sait qu'il y a des expérimentations qui se font de recréer un écosystème qui permettrait le développement de la vie sur la Lune pour ensuite en fait une base à partir de laquelle partir pour une exploration sur Mars. Donc là, on joue un peu aux apprentis sorciers et c'est justement une manière de ne pas vouloir remettre en question le modèle qui est aussi un modèle économique sur lequel c'est construit et qui a donné naissance à l'Anthropocène. Comment habiter le monde, comment vivre ensemble aussi sur le monde, si on revient de Mars et de la Lune. C'est une question que vous vous posez tous ici, comment on fait pour vivre les uns avec les autres. Et il se passe ça quand même dans le voyage, c'est ce que vous racontez, on arrive malgré tout ailleurs et il faut essayer de se faire accepter ou en tout cas de vivre à côté, c'est un des grands enjeux actuels. La question, elle est effectivement, en même temps, on en fait cette question d'accepter l'autre, de l'accueillir dans nos sociétés, comme si c'était un des grands défis auxquels on serait confronté aujourd'hui. Je pense qu'en fait, la question des migrations, elle a toujours existé. L'homme a d'abord, il a toujours migré, il s'est toujours déplacé. Il est né dans une partie, a priori, de l'Afrique, et puis il a traversé les continents, il est parti s'installer un petit peu partout dans le monde. Et puis, les cultures, les sociétés ont toujours été des brassages de population. Donc moi, la question qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on estime que ce mouvement, qui est un mouvement naturel, devient problématique ? Pourquoi est-ce que dans nos sociétés, à un moment donné, on va parler de crise de migrants, alors qu'en fait, il s'agit véritablement d'une crise de l'accueil, en fait, de cette incapacité à accueillir l'autre et surtout, je pense, à accueillir comment dire, l'étrangeté de l'autre, c'est-à-dire et à laisser cette étrangeté exister, c'est-à-dire qu'on veut que l'autre, l'étranger, soit pareil que moi et qu'il se fonde, qu'on le voit pas, qu'il adopte mes habitudes, mes manières d'être, de penser, etc. Moi, en fait, ça m'intéresse pas. Hein. Ce qui est intéressant, le vrai voyage, c'est quand on rencontre quelqu'un de différent et que cette différence, elle reste. Même si elle ne me plaît pas, en fait, cette différence, elle est là. Et c'est ce qui fait la beauté du monde. Et c'est ce qui fait que parce que cette différence-là existe, la mienne peut exister en retour. Vous diriez la même chose, Clémence de la Vallée ? Oui, c'est sûr. Là, je suis complètement d'accord avec ça. Et puis, ça se retrouve en plus. Enfin, c'est des situations qu'on retrouve. Donc là, il y a effectivement ce cas-là des étrangers, on va dire étrangers, des migrants qui viennent. Mais dans n'importe quelle situation, même dans la vie quotidienne, quand on rencontre des gens, que ce soit au supermarché ou n'importe où, que ce soit là, par exemple, moi, je suis arrivée dans une compagnie, je connaissais personne. C'est des rencontres avec les gens et on s'accepte comme on est et on communique et on parle et il y a plusieurs danseurs qui parlent en langue, mais moi j'écoute leur langue, j'essaie de comprendre et je suis curieuse de ça et je pense que c'est très important d'être ouvert à tout ça, quoi, d'être ouvert à l'autre, quelle que soit son origine, d'où il vient, sa langue. Il n'y a pas de frontière en fait, il faut accepter l'autre. Moi, je pense que c'est une richesse. C'est une richesse. Il faut qu'on en profite. De toute façon, c'est ça qui est important. C'est le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de rencontres, c'est le monde de mélange. Et quand je parle de mélange, je parle. Moi, ce qui m'intéresse aussi à cet endroit-là, par exemple, quand tu parles de spectacle, moi, le choix, par exemple, d'Utopia, c'était la différence qui m'intéressait. Je ne pouvais pas le faire qu'avec des Congolais. C'est la première fois de faire un spectacle avec des gens qui viennent de partout. Et des gens différents, avec des corps différents, avec leurs langues différentes et tout ça. Comme elle dit, on a bossé pendant un mois. Elle a écouté, par exemple, des danseurs du Congo parler en Congo. Jamais j'ai entendu Clémence venir dire « je ne comprends pas ». Mais des fois, tu le voyais, elle parle en français, l'autre parle en Congo, mais ils rigolent. Je trouve ça vachement... J'ai trouvé ça beau, juste ces moments-là. Et c'est ça qui est enrichissant, en tout cas, quoi. Et je pense que le rapport à l'autre, ça peut être difficile, comme tu disais, Séverine, on veut que tout soit comme moi, tout soit blanc, rouge ou vert, ou c'est pas comme moi. Et ça marche pas. Ça marchera jamais parce que naturellement parlant, c'est pas possible. Voilà, parce que moi, je ne serais pas jaune. Donc, ouais, comme disait ma grand-mère, tu prends un morceau de bois, tu le jettes dans le fleuve Congo, jamais ce bois-là se transformera en crocodile, même si ça reste pendant des millénaires.
Donc voilà, ça c'est vachement important et moi je trouve ça vachement riche. Et c'est à cet endroit-là où je veux, moi, en tout cas, artiste d'aujourd'hui, aller. C'est à cet endroit-là, cet endroit d'ouverture, cet endroit de pensée. On parle même de son, on parle de musique, l'écoute, lire des livres, voilà. Et je raconte souvent aussi, ce qui est, je trouve vachement beau sur le voyage, c'est aussi le rapport de laisser une partie de ta peau pour récupérer une partie de l'autre. Ça c'est vachement beau. Laisser une partie de toi pour récupérer une partie de l'autre et avancer avec ça. On le fait sans se rendre compte. On se fait. Chaque rencontre, à nous, on laisse une partie de nous et on récupère une autre partie de l'autre. Tout à l'heure, on parlait du souffle, du rythme, de la vibration qui était importante là dans Utopia. Et en fait, je trouve que ce qui est beau dans la danse, c'est justement aussi cette mise en mouvement qui est une entrée en résonance. Et je crois que c'est ça aussi la question de comment est-ce qu'on décide de s'ouvrir à l'autre et d'entrer en résonance, et donc d'entrer en empathie, d'être à l'écoute et d'aller plus loin que ça, c'est d'aller et de vibrer au rythme de l'autre. Et c'est ça, en fait, je trouve qui est beau, c'est que finalement on arrive à une entrée en résonance qui est une manière de danser le monde. Oui, vous m'avez devancé, évidemment. On se demande s'il n'y a pas un début de réponse sur la question du vivre ensemble, d'habiter le monde en regardant les danseurs, les danseurs et ce mouvement, en fait, d'être en mouvement. J'ai le sentiment que c'est effectivement un propos, en tout cas, qu'ont forcément les danseurs, je pense, mais que vous avez vous aussi, Séverine, dans la question de la vibration et de la résonance. Oui, parce que pour moi, la question du souffle, elle est primordiale. D'abord parce que, en fait, c'est à travers le souffle qu'il y a la vie, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est aussi à travers le souffle que moi j'appelle le souffle cosmique, qui est la lumière qui nous vient et qui permet qu'il y a ce processus de photosynthèse qui s'opère avec les plantes pour transformer cette lumière qui est le souffle cosmique en une atmosphère respirable qui permet en fait aux vivants en fait d'être là. Et donc la question du souffle, pour moi, elle est importante parce que c'est aussi ce qui nous relie les uns les autres, ce qui fait que quand je respire, en fait, c'est Emmanuel Ecotia qui a cette très belle phrase qui dit que, en fait, je respire le souffle des autres vivants. J'absorbe, je fais rentrer en moi le souffle des autres vivants. Et quand j'expire, en fait, je projette mon propre souffle qui va rejoindre le souffle cosmique et qui va être absorbé à son tour par d'autres vivants. Et donc, en fait, peut-être, si on doit reposer une manière, en tout cas, d'être au monde, c'est cette manière qui est d'entrer en vibration avec les autres vivants, avec l'ensemble du vivant et d'être dans la résonance. Être dans la résonance, il y a la notion, je trouve, qui m'intéresse, c'est la notion du rythme, de la vibration, et puis c'est la notion de l'écho, de la musicalité du monde et d'être dans l'attention, d'être dans l'écoute. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut aussi être dans une attitude de soin et d'être attentif et bienveillant à autrui et aussi envers soi-même. Parce que c'est aussi une question de comment est-ce que j'écoute mon propre rythme et mon propre souffle. Vous écrivez, c'est à la fin de votre livre, vous écrivez « Connaître le monde, c'est en éprouver toutes les saveurs, qu'elles soient douces ou âcre, la beauté et la laideur, l'harmonie et le chaos, c'est errer, danser le monde. La plénitude de la vie n'est que dans l'encours. » Danser le monde, le mouvement, forcément, de la vallée Bidefano, c'est quelque chose qui vous habite dans la façon d'exister. Je pense que on est tout le temps en mouvement, ce que je disais, l'homme, depuis, voilà, quand on est dans le ventre de la mère, la première des choses, c'est vouloir sortir, quoi. Donc, donc on se bat, on lutte pour sortir. Donc moi, je trouve ça beau, et même le cri du début, ça part, en tout cas, dès le commencement de l'humanité. Et pour moi, c'est même à cet endroit-là où la danse commence. C'est le premier cri de l'enfant, quand l'enfant bouge et hurle. C'est là où le corps est. Ça a un vrai sens, en tout cas à cet endroit-là. Vos danseurs crient à certains moments dans Utopia, vous notamment. Ah oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est les cris de liberté, c'est les cris de guerre, les cris de lutte, les cris de survie. C'est important parce qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, je regarde une personne marcher, j'ai comme l'impression que la personne est en train de crier.
Même si les personnes ne crient pas en vrai. Mais par rapport à la situation mondiale, tout le monde est en train de hurler. On hurle en fait à l'intérieur de nous. Il y en a d'autres en fait qui rentrent dans leur maison, qui hurlent même, tout ça. Donc ça, c'est vachement important. C'est une façon aussi de les soulager. C'est là où le mouvement, il est vachement, parce que ça part de l'intérieur de soi et ça s'ouvre et ça traverse des plans. C'est intéressant ça. Oui, il s'agit bien de retrouver du souffle d'une façon ou d'une autre. Vous disiez au début de cette conversation qu'il y avait le voyage dans le monde et puis il y avait le voyage intérieur. Je me demandais en vous écoutant si le vrai voyage, ce n'est pas celui-là, celui que vous décrivez finalement, c'est-à-dire que où qu'on aille, l'important c'est le chemin qu'on parcourt. Celui de la création. Pour finalement. moi, oui, même si y a un voyage physique, pour moi, le vrai voyage, c'est le voyage intérieur qui accompagne ce voyage physique. Vous pouvez avoir un voyage touristique où, en fin de compte, vous partez, puis vous allez dans un autre pays, vous voyez uniquement les points, les lieux touristiques, les monuments, et puis en fin de compte, vous n'aurez pas fait de réelles rencontres. Et ça, pour moi, c'est presque pas un voyage, ou c'est un voyage manqué, c'est l'anti-voyage. Par contre, le véritable voyage, c'est, même si je fais ce voyage touristique, c'est l'émotion, en fait. Et l'émotion, c'est aussi, même de point de vue étymologique, c'est ce qui met en mouvement. C'est l'émotion que peut susciter la découverte de ce bâtiment. Et puis, ce que j'en retiendrai, c'est peut-être pas tant la beauté du bâtiment que ce que j'en aurais alors éprouvé et ce que ça aura modifié en moi. Et je crois que pour moi, le vrai voyage, il est là. Et ce qui fait que ça peut être aussi un voyage qui se fait dans l'immobilité. C'est-à-dire, c'est un voyage que vous pouvez faire à travers la méditation, que vous pouvez faire aussi dans la lecture, parce que je suis assise, immobile, que je vois les danseurs sur scène et que j'entre en résonance avec eux et que le souffle qu'ils projettent vient en moi et me bouleverse. Mais ça peut être aussi parce que j'écoute de la musique, etc. Ah, mais ça, c'est vachement intéressant. Par exemple, là, on a offert un voyage aux spectateurs, mais ils n'ont pas bougé, hein, ils sont restés dans la salle. Ça, c'est vachement beau. Moi, je pense que c'est vachement Aujourd'hui, je pense qu'il faut que les gens voyagent intérieurement. C'est ça qu'il faut faire. Il faut faire le tour à l'intérieur de nous. On va voir que c'est grand, c'est hyper grand. C'est 4000 fois faire le tour du globe. Parce qu'il y a des choses qu'on n'exploite pas encore à l'intérieur de nous, mais on a comme l'impression qu'on veut le chercher ailleurs. Il y a des choses à l'intérieur de soi. Et ça, je le conseille à nous tous. Moi, étant que danseur, c'est le travail que je fais. Parce que danser, c'est faire le tour de soi. C'est rencontrer soi-même. Pour vous, voyager, c'est créer pour le chorégraphe que vous êtes? Voyager, c'est créer? Ouais, c'est créer, ouais. Voyager, c'est créer. Parce que tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas créer si pour toi ce n'est pas un voyage. Parce que un artiste, un créateur, ne dort pas, par exemple. Moi, en tout cas, je ne dors pas beaucoup. Ça veut dire que je suis tout le temps en train de voyager dans ma tête. J'imagine Clémence par rapport à l'endroit du monde où elle vient. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'imagine que l'obélisque que je veux faire, comment ça peut... Donc, en fait, tout le temps, des fois, tu m'appelles, je n'ai pas entendu. Je ne t'entends pas. Donc, c'est aussi une façon de... Ce n'est pas de la folie. Mais c'est une façon aussi de se centrer en soi, vers soi, pour, en tout cas, créer un lien, créer une ouverture aussi. Donc, tu disais tout à l'heure de peinture et tout ça, ça peut aussi de l'empathie. L'empathie, c'est aussi un voyage. On ne voit pas ça. Mais c'est un long trajet, avoir de l'empathie pour quelqu'un. C'est extraordinaire. Mais ça passe tellement vite, son quart de seconde. Et je pense que c'est bien qu'on revienne à cet endroit-là. Et je suis sûr et certain que chaque être humain, c'est un créateur. S'il va très loin, c'est un créateur. Et je dirais que le voyage aussi, c'est trouver ou trouver son propre rythme. Parce que c'est ça qui est difficile, en fin de compte, je trouve, aujourd'hui, c'est de réussir à s'extraire du rythme que la société, que les autres nous imposent pour renouer avec soi-même et vivre les choses à notre propre rythme. Et je crois que le voyage, même, je reviens au voyage touristique parce que c'est souvent décrié en fait, mais même le voyage touristique, il est intéressant si je le fais à mon propre rythme, en entendant le rythme des autres. Mais c'est-à-dire que, et c'est peut-être ça qui nous pèse avec le confinement, c'est que du coup, on n'a pas notre rythme. Et c'est ça qui est difficile, c'est ce hiatus entre le fait d'être enfermé chez soi, et ne pas être en soi. Et c'est ça qui est extrêmement difficile, c'est qu'on est enfermé avec cette incapacité à sortir, à bouger, et en même temps, cette incapacité à être
pleinement en soi parce qu'on reste sollicité par des impératifs économiques, des impératifs familiaux, domestiques, etc. Donc c'est tout sauf une retraite. Et la retraite, justement, qui est ce passage dans l'immobilité peut être un grand voyage. Et ce n'est pas de la folie, vous le soulignez. Non, c'est pas de la folie, je le confirme. Non, au contraire, non, je pense que c'est ce que je disais, tout le monde a ça, il faut juste aller le convoquer, il faut aller le débusquer, il faut aller vraiment le chercher en soi. Et ça, c'est vachement... On traite souvent les artistes un peu comme ça. Et pour moi, je pense que c'est des gens qui ont la capacité, en tout cas, de pénétrer, de creuser le sol et de sortir de l'autre côté. Et ça, c'est vachement cool. Ils savent le faire. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelques questions ont été posées de l'autre côté de l'écran, auquel cas on va prendre quelques minutes pour que on vous réponde. Oui, il y a quelques questions qui ont été posées. Merci beaucoup. Alors Séverine, une question pour vous. Vous dites dans votre livre que vivre pleinement, c'est raisonner. Quelle est la question exactement? Ah, je continue, excusez-moi. De la vallée, est-ce que danser ensemble sur un plateau où résonne la musique, les souffles, les pas, serait une façon de vivre ensemble pleinement? J'ai mal posé la question, je peux la reposer si elle a été hachée. Excusez-moi, je pensais que c'était 2 questions. Mais donc c'est une façon de mettre en lien ce qu'explique Séverine, ce que défend Séverine dans son livre lorsqu'elle écrit que vivre pleinement c'est raisonner. La question elle est posée à vous, de la vallée Bidier-Fono. Est-ce que danser ensemble sur un plateau où résonne la musique, les souffles, les pas, serait une façon de vivre ensemble pleinement? Je pense que Séverine vient de reprendre, il a répondu à cette question. En fait, il a développé ça. Je trouve ça vachement intéressant. Oui, je pense que oui. Je pense que c'est comme ça qu'on va faut d'abord s'écouter, écouter son rythme, sa propre respiration. C'est ce que moi je fais comme exercice avec les danseurs. Et elle disait tout à l'heure, Clémence, qu'on a un endroit où il y a cette respiration. Mais cette respiration, elle venait de nous sur le plateau. C'est un exercice qu'on a fait. On se dit, OK, si on veut être connecté, on commence par cet exercice de partage. Ça veut dire de respiration. Chacun doit donner une partie de lui. Ça commence par le souffle. Et voilà, donc du coup, c'est un truc qui nous met en fait, qui nous emmène en transe et qui se crée en sorte de transe entre nous et ça crée un lien sans même se toucher. Hein. C'est juste un lien. Et après, bien sûr, on passe, on traverse les échos, on traverse les couleurs, les notes, les sonorités. On parlait des pas. Des énergies, les pas, comment les empreintes des ancêtres qui sont là vous donnent le courage de dire les gens sont passés par là et nous aussi on peut passer par là. Donc ça c'est vachement important, c'est vraiment ce lien qui pour moi c'est une très très belle question et c'est un grand oui. Ouais, c'est ça part de là. On doit s'écouter, on doit écouter chacun son propre rythme et on verra que petit à petit on aura envie en tout cas de s'ouvrir à l'autre. Si on ouvre sur nous-mêmes à l'intérieur de nous, on est pleinement comme un canal comme ça ouvert, on aura envie de prendre l'autre dans les bras. Et je suis sûr et certain, quoi, avec 15 milliards de pourcents. Séverine, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je crois que je crois que ce qu'a dit de la Vallée est très juste et très beau. Vous retrouvez dans ce souffle-là. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup. Donc, Séverine Kodjo-Granvaux, je rappelle votre dernier ouvrage. Je ne sais pas si on le voit aussi, je suis un peu trop loin, mais voilà. Il s'appelle Devenir vivant. C'est aux éditions Philippe Ray. Merci beaucoup de la vallée Bidier-Fono de nous avoir un peu accueillis ici au Centre dramatique national Normandie-Rouen. Et merci à Clémence. Je vais vous demander de rappeler votre nom de famille. Voilà, une de vos danseuses qui était sur scène tout à l'heure à vos côtés. Merci donc au CDN de Normandie-Rouen de nous avoir accueillis, de nous avoir ouvert ses portes. Merci à l'Institut français. C'est évidemment un honneur d'être ici et encore plus en temps de pandémie. Le sommet de septembre, il continue donc tout le mois de mars, vous l'avez compris, hein.
le sommet de septembre en mars. Le voyage se poursuit partout en France. Le prochain rendez-vous, ne le manquez pas, c'est ce jeudi-ci. Ce sera au Phénix de Valenciennes, autour des utopies collectives. Pour en parler, il y aura la journaliste Marie Yemta Moussanang et le metteur en scène Antoine Defort. Et puis, samedi, direction Lons-le-Saunier pour une conversation autour des utopies africaines cette fois. La bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, tout peut être suivi en ligne. Tout le programme de ce sommet de septembre est à retrouver évidemment sur Internet. Et voilà pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis.